Iris. Viseur sonore optoélectronique pour archers handicapés visuels. Conception René David. Réalisation Pierre Martin. Le tir à l'arc a longtemps paru être une activité inaccessible à des aveugles. Cette discipline qui s'est développée à Grenoble est pourtant pratiquée depuis plus de 15 ans en France et depuis un peu moins longtemps en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Les premiers dispositifs utilisés dans ces trois pays ont un point commun. Ils utilisent un dispositif posé au sol appelé potence par rapport auquel l'archer essaie de prendre une position toujours identique. Pour ce système français, cette position est repérée par la position des deux pieds et par le contact de la main d'arc avec une petite tige placée en haut de la potence. Il s'agit d'un système tactile puisqu'il utilise le toucher pour repérer la position du tireur par rapport à la cible. Un nouveau système de visée tout à fait différent a été mis au point grâce à la collaboration d'une association sportive avec des sociétés et laboratoires de recherche de Grenoble. C'est un viseur sonore optoélectronique appelé Iris, acronyme de image remplacée par indication sonore. Un émetteur infrarouge placé à la cible matérialise le centre de cette cible. Et je la stabilise à l'horizontale. L'arc porte une lunette, système optique qui recueille la lumière infrarouge. C'est le viseur. Le signal reçu subit un traitement électronique et un son est transmis aux oreilles de l'archer par un casque d'écoute. Ce son n'est entendu que par l'archer. La démonstration vous permet de l'entendre. Le son est d'autant plus aigu que la lunette est mieux alignée sur l'émetteur. L'archer peut donc effectuer une vraie visée en se guidant au son. On peut mentionner qu'un viseur sonore optoélectronique existait déjà pour le tir à la carabine, mais pour des raisons qu'il serait trop long d'expliquer ici, ce système n'est pas adapté au tir à l'arc. Le système Iris permet de réaliser de meilleures performances que le système tactile, mais surtout il permet une vraie visée sans aucun appui ni contact. On se rapproche ainsi du tir à l'arc tel qu'il est pratiqué par les archers voyants. J'ai commencé avec la visée tactile, mais la visée Iris m'apporte plus de satisfaction car c'est une vraie visée où l'on doit chercher le centre de la cible et l'on obtient de meilleurs résultats avec ce système. Le docteur Jacques Grison, vice-président du comité médical de la Fédération française handisport, et archer, qui a lui-même essayé et testé les systèmes de visée, estime que la visée sonore restitue l'essence même du tir à l'arc sur le plan sportif et neurophysiologique. Joe Prendergast, responsable du tir à l'arc pour aveugles en Grande-Bretagne, a été le premier acheteur d'un système Iris. Filippo Dracotto, responsable de l'IPSA, la Fédération internationale de sport pour aveugles, a été séduit par une démonstration de ce système. Antoine Adam, professeur d'éducation physique et sportive à l'Institut des jeunes aveugles de Nancy, a expérimenté le système Iris avec des jeunes aveugles. Toutes ces personnes ont transmis de vifs encouragements à l'équipe qui a conçu ce système. Aujourd'hui, le système Iris est commercialisé et plusieurs dizaines de systèmes Iris sont utilisés en France, en Angleterre, en Belgique et en Suisse. Des demandes d'informations sont parvenues d'une quinzaine d'autres pays.
Utilisation du système IRIS. Conception René David. Réalisation Pierre Martin. Sommaire. Chapitre 1 Tir à l'arc. 2 Principe. 3 Émetteur. 4 Lunettes. 5 Ceinture. 6 Comment tirer un bon parti de votre équipement. 7 Visée. 8 Réglage de la lunette. 9 Démontage, mise en charge des batteries. 10 Utilisation des fréquences. Et 11 Conclusion. Chapitre 1 Le tir à l'arc. Cette vidéo est destinée à apprendre à se servir d'un système IRIS. Mais IRIS n'est qu'un viseur, et préalablement à son usage, il faut apprendre les bases du tir à l'arc. Le tir à l'arc doit être appris avec un archer. Pour un handicapé visuel utilisant le système IRIS, la visée est plus longue que pour un archer voyant. Il est donc vivement recommandé de tirer avec un arc relativement faible. Il est conseillé d'apprendre avec un arc de 20 livres et un archer qui a pas mal d'expérience pourra utiliser un arc de 25 à 27 livres. Chapitre 2 Principe. Le principe est illustré par ce schéma. Un émetteur infrarouge est placé à la cible, il matérialise le centre de cette cible. L'arc porte une lunette, système optique qui recueille la lumière infrarouge. Le signal reçu subit un traitement électronique et un son est transmis aux oreilles de l'archer par un casque d'écoute. Le système IRIS est livré dans une mallette qui contient un boîtier émetteur, une lunette et sa fixation, une ceinture avec un boîtier électronique, un casque et quelques autres éléments qui seront présentés progressivement. Chapitre 3 Émetteur. Le boîtier d'émetteur contient l'émetteur proprement dit, une partie électronique et une batterie. Sur la face avant de l'émetteur, il y a des trous qui laissent passer la lumière infrarouge. À l'arrière, il y a des pointes qui permettent de fixer cet émetteur dans un paillon. Et au-dessus, un niveau pour la mise en place de cet émetteur. L'émetteur est fixé dans le paillon à 40 cm au-dessous du centre de la cible. À l'aide du niveau, on place l'émetteur de façon telle que l'émission se fasse horizontalement pour un tir à 10 mètres et pour toutes les distances supérieures. Pour un débutant qui tirerait à 5 mètres, l'émetteur sera légèrement orienté vers le haut. L'émission doit être perpendiculaire à la cible. Pour cela, on peut s'assurer qu'une flèche posée sur la face avant de l'émetteur est bien parallèle au paillon. Cette position n'est pas bonne. Par contre, cette position est bonne. L'émetteur est relié au boîtier d'émetteur. On met en marche. Sur ce boîtier, on a deux choses à régler. On règle la puissance d'émission. On se met sur la position 10 mètres pour un tir à faible distance, c'est-à-dire au-dessous de 18 mètres, et sur la position qui est marquée 18 à 50 mètres pour un tir à 18 mètres et plus. La deuxième chose à régler est la fréquence d'émission. Il y a 4 fréquences qui sont marquées F1, F2, F3, F4, et l'on choisit une de ces fréquences, par exemple F1. On peut ensuite fermer le boîtier d'émetteur et le poser au sol. Chapitre 4 Lunettes. Le système IRIS est livré avec un arc dans lequel 2 trous ont été percés pour fixer la lunette. On utilise 2 vis. Le système est livré avec 4 vis, 2 courtes et 2 longues. On utilise les courtes ou les longues selon l'épaisseur de l'arc. Au dos de la fixation, il y a 3 trous taraudés et l'on utilise 2 de ces trous. Celui qui est en bas
et un des deux qui sont en haut, suivant qu'on est droitier ou gaucher. Donc, on met la vis du bas que l'on visse dans le socle qui tient la lunette. Puis, on met la vis du haut, et comme il y a deux trous possibles, on prend celui qui fait pencher la lunette légèrement vers l'avant. Nous allons maintenant procéder au démontage de la lunette pour comprendre comment est fait le mécanisme de réglage et pouvoir démonter la lunette en cas de besoin. D'abord, on retire l'écrou qui est en haut, on retire la tige qui passe dans le collier, on débloque les deux vis qui serrent le collier et maintenant on peut retirer l'ensemble composé de la lunette et du collier. Nous allons maintenant séparer le support du socle. Nous retirons d'abord la vis qui bloque le socle sur le support, puis nous débloquons et nous retirons la vis qui sert d'articulation. On desserre les vis qui maintiennent la position du support et on peut, à ce moment-là, retirer le support. Il ne reste plus maintenant que le socle qui est fixé sur l'arc et on aperçoit les deux extrémités des vis qui ont servi à le fixer sur l'arc. Nous allons maintenant procéder au remontage en regardant comment se font les réglages mécaniques. D'abord, nous refixons le socle sur le support à l'aide de la vis qui sert d'articulation. Les deux vis de réglage du haut permettent le réglage vertical de la lunette, en déterminant la position du socle sur le support. Nous bloquons maintenant le socle sur le support. Retirons la lunette du collier. Il suffit de débloquer cette vis pour séparer la lunette du collier. Nous allons maintenant monter le collier seul. Pour cela, nous le mettons en place. Nous enfilons la tige qui sert d'articulation par le bas. Et nous ajoutons l'écrou correspondant en haut. On observe que le collier pivote autour de cette articulation et que ce sont les deux vis de réglage du bas qui déterminent sa position. Ce sont donc ces deux vis qui vont permettre le réglage horizontal de la lunette. Nous pouvons maintenant remonter la lunette en passant d'abord le cordon, puis la lunette, et en bloquant le collier de l'extérieur, car on peut atteindre la vis par un trou qui est percé au-dessus. Ici, nous avons monté la lunette dans le mauvais sens. Elle est à l'envers pour un droitier. Mais elle est à l'endroit pour un gaucher. Le montage de la lunette que nous avons fait nécessite de percer deux trous dans l'arc. Mais ceci n'est pas possible si l'on a un arc qui est prêté. Par exemple, si un marchand de matériel prête un arc pour l'essayer. Dans ce cas, on peut utiliser les deux trous d'origine que l'on trouve sur tous les arcs pour monter un viseur normal. Ce montage se fait en démontant le système de fixation. Le socle, une fois démonté, peut être fixé à l'aide de vis à tête fraisée dans les trous qui sont d'origine sur l'arc. Et à partir de ce moment-là, on remonte progressivement la fixation et la lunette.
Ce montage présente deux inconvénients. D'une part, il nécessite de démonter la fixation. D'autre part, la lunette est relativement excentrée par rapport à l'axe de l'arc. Mais il présente un avantage, c'est de pouvoir utiliser un arc sans faire aucun trou dedans. Chapitre 5. Ceinture. Deux éléments essentiels sont fixés à la ceinture, le boîtier de ceinture proprement dit et la batterie de pile correspondante. Les deux sont reliés par un cordon qui passe dans un passant et que l'on connecte. La ceinture se met autour de la taille, on la ferme et on l'ajuste autour de taille. Il y a trois choses à connecter au boîtier de ceinture. La première, ce sont les batteries que nous avons déjà vues, puis la lunette qui vient se brancher en haut du boîtier de ceinture, et le casque de l'archer qui vient se brancher sur une des deux prises de casque sur le côté. En plus, on peut éventuellement brancher un deuxième casque pour un instructeur qui explique à un archer débutant. Le boîtier de ceinture doit être réglé sur une des quatre fréquences F1, F2, F3 et F4 correspondantes au boîtier d'émetteur. Tout à l'heure, nous avons choisi la fréquence F1 sur le boîtier d'émetteur, donc nous devons mettre la même fréquence F1 sur le boîtier de ceinture. On met en marche avec l'interrupteur marche-arrêt et on règle le volume sonore à un niveau faible à l'aide du bouton marqué volume. Chapitre 6. Comment tirer un bon parti de votre équipement. Certaines explications vont être données en laissant la lunette parfaitement fixe par rapport à l'émetteur. Pour cela, nous allons la fixer sur un pied photo à l'aide d'une petite plaque qui est fournie avec le système. La plaque est fixée sur le pied photo. La lunette, dans sa fixation, est fixée sur la plaque à l'aide d'une vis en utilisant un des trois trous qui permettent de fixer la lunette sur l'arc. Nous allons voir ce que permettent de faire le bouton qui a 6 positions numérotées de 1 à 6 et le bouton marqué son qui peut faire 10 tours. D'abord, nous mettons le premier bouton sur la position 1 et nous mettons le bouton son sur la position minimum, c'est-à-dire en tournant complètement à gauche. Maintenant, nous orientons à peu près la lunette vers l'émetteur en essayant d'avoir un son le plus aigu possible. Puis, nous bloquons la lunette de façon qu'elle ne bouge plus du tout, de façon à avoir toujours la même orientation vers l'émetteur. Nous tournons le bouton son progressivement pendant 10 tours. Et nous constatons que le son est devenu de plus en plus aigu. Maintenant que nous sommes arrivés au maximum, nous revenons au minimum en faisant 10 tours. En passant de la position 1 à la position 2, le son est devenu plus aigu et il augmente de fréquence en tournant les 10 tours. Et nous revenons au minimum. En passant à la position 3, le son devient encore plus aigu. En tournant, le son devient très aigu, voire à peine audible. C'est la limite de fonctionnement de l'appareil. Il ne faut pas utiliser l'appareil à ce niveau, il faut rester à un niveau de son aigu inférieur. Chapitre 7. La visée. Quand on modifie l'orientation de la lunette dans un plan horizontal, le son ne change plus quand on est sorti de la zone d'approche, c'est-à-dire de la zone dans laquelle se trouve la cible.
Quand on se rapproche du meilleur alignement, le son passe par un maximum. On revient au son le plus aigu après l'avoir passé un peu et l'on bloque l'appareil. Nous allons faire la même manipulation dans un plan vertical. Nous avons maintenant le son le plus aigu possible, c'est-à-dire que nous sommes parfaitement alignés. Nous allons maintenant débloquer le pied photo et dérégler l'alignement, puis rechercher le meilleur alignement. On cherche très rapidement dans la zone d'approche, puis on évolue tout doucement. Nous allons faire un balayage horizontal, chercher le maximum, et un balayage vertical, chercher le maximum, et encore un petit balayage horizontal pour vérifier. On a le meilleur alignement lorsque le son devient un peu moins aigu, si l'on change un tout petit peu l'orientation dans n'importe quelle direction. Pour bien montrer que le son que l'on recherche n'est pas un son que l'on croit se rappeler, mais le son le plus aigu par rapport au son que l'on obtient dans le voisinage, nous déréglons le bouton de son et refaisons une visée, c'est-à-dire que le son maximum que nous allons obtenir cette fois-ci ne sera pas le même que tout à l'heure. On fait quand même une bonne visée parce qu'on trouve le son le plus aigu possible. Nous allons maintenant effectuer une visée avec l'arc en main. On met le boîtier de ceinture sur la position 2 et on oriente l'arc vers l'émetteur en le tenant appuyé au sol. On l'oriente du mieux possible et à ce moment-là, on règle avec le bouton son au plus aigu que l'on souhaite lorsqu'on sera en visée. Si l'on ne trouve pas le son désiré sur la position 2, on essaie la position 1 pour avoir un son moins aigu ou la position 3 ou plus pour avoir un son plus aigu. Lors de la visée, on cherche rapidement à entrer dans la zone d'approche, puis on cherche très lentement à orienter le bras d'arc de façon à avoir un son de plus en plus aigu. Ce qui importe, c'est que le balayage soit très lent. Lorsque le son augmente, on continue à déplacer le bras dans la même direction, mais si le son devient moins aigu, il faut immédiatement s'arrêter et repartir dans l'autre sens. Il est donc nécessaire d'avoir toujours conscience du sens dans lequel on déplace son bras d'arc et de le faire très lentement. Lorsque l'on croit être arrivé au son le plus aigu, on peut le vérifier par des petites variations en croix dans le sens vertical et dans le sens horizontal. Chapitre 8. Réglage du viseur. Lorsque le tir est groupé mais n'est pas bien centré, on effectue un réglage avec les 4 vis de réglage que nous avons vues dans la partie 4, lunettes. Supposons ce groupement. Les flèches sont tout en haut, à environ 2 couleurs du centre, le jaune et le rouge. Puisque nous sommes trop haut, il faut déplacer le viseur dans le sens de l'erreur, c'est-à-dire l'orienter plus haut. Pour cela, on utilise les 2 vis de réglage qui sont en haut de la fixation de la lunette. À 18 mètres, on fera un quart de tour par couleur d'erreur, et à 10 mètres, un demi-tour. Supposons que nous soyons à 18 mètres, le tir est trop haut de 2 couleurs, donc on fait 2 fois un quart de tour, c'est-à-dire un demi-tour. On débloque la vis qui maintient le support sur le socle. Ensuite, afin de faire remonter la lunette, on dévisse de un demi-tour la vis arrière. Puis on visse de un demi-tour la vis avant, qui vient s'appuyer à nouveau contre le support. Enfin, on rebloque la vis de blocage. Autre exemple, ce tir est trop à droite d'une couleur, au bord du jaune en moyenne. Le réglage se fait avec les 2 vis de réglage du bas. D'abord, on débloque l'écrou de blocage. Ensuite, on dévisse de un quart de tour la vis arrière, puis on visse de un quart de tour la vis avant de façon à la mener en butée avec le collier. Enfin, on rebloque l'écrou de blocage. Chapitre 9. Démontage, mise en charge.
Au moment où l'on arrête de tirer, on retire la ceinture, on démonte la lunette, on met sur la position arrêt le boîtier de ceinture et le boîtier d'émetteur. Pour le boîtier de ceinture, il est même conseillé de déconnecter le fil qui le relie à sa batterie. En effet, si en rangeant le matériel, le bouton se met sur la position marche, de façon intempestive, la batterie ne se déchargera pas. Nous arrivons maintenant à la charge des batteries. L'autonomie de tir est d'environ 10 heures. Après 10 heures de tir, il faut donc charger les batteries. Il y a 2 chargeurs reliés par un connecteur commun que l'on branche sur les piles de ceinture. On sort un peu le boîtier de pile pour l'aérer pendant la charge. Il y a un chargeur que l'on branche sur le boîtier d'émetteur. Ces 3 chargeurs peuvent être reliés par une multiprise. Enfin, cette multiprise est reliée au secteur. On laisse en charge pendant 14 heures. Lorsque l'on arrête la mise en charge, il faut déconnecter d'abord l'électricité du secteur, c'est-à-dire qu'il faut le faire avant de défaire les autres connexions. Lorsque le système n'a pas été utilisé pendant un certain temps, il est conseillé d'effectuer une mise en charge avant de s'en servir. Les piles du boîtier de ceinture se déchargent en quelques semaines, même sans les utiliser. Pour éviter tout risque de défaillance en cours de tir, la dernière charge ne doit pas remonter à plus de 15 jours. Il y a des précautions à prendre pour une longue durée de vie des piles. D'abord, les piles du boîtier de ceinture. Ce sont des piles au nickel-cadmium. 2 précautions. Premièrement, les laisser se décharger complètement de temps en temps, par exemple toutes les 5 ou 6 charges. Pour cela, il suffit de laisser le boîtier de ceinture en marche pendant au moins 24 heures. Deuxièmement, respecter la durée de charge de 14 heures. Ensuite, pour la batterie de l'émetteur qui est une batterie au plomb, il faut la maintenir chargée. On ne doit jamais la laisser se décharger complètement. En cas d'inutilisation prolongée, il faut la mettre en charge au moins tous les 3 mois. Chapitre 10. Utilisation des fréquences. Si 2 ou plusieurs archers tirent sur la même cible, ils doivent utiliser le même émetteur, donc la même fréquence, par exemple F1. Si 2 archers tirent sur 2 cibles voisines, ils doivent utiliser des émetteurs différents et utiliser des fréquences différentes afin de ne pas se tromper de cible. On dispose de 4 fréquences différentes. S'il y a plus de 4 cibles, à partir de la 5e, on réutilise les fréquences déjà utilisées sur les 4 premières dans le même ordre. Chapitre 11. Conclusion. Un archer aveugle peut être très autonome. Hormis la mise en place de l'émetteur qui est délicate, un aveugle expérimenté peut pratiquement tout faire seul. Le matériel du système Iris est un matériel délicat. Il faut en prendre soin, il faut l'utiliser avec précaution. En cas de pluie, il est vivement recommandé de le protéger afin d'éviter que la pluie ne pénètre dans les organes. Enfin, lisez attentivement les documents qui sont fournis dans la mallette. En effet, il est possible que des modifications soient intervenues après la réalisation de cette vidéo. Merci, bonne chance et faites un bon usage de votre système Iris. Iris. Optoelectronic sound aimer for visually handicapped archers.
Design René David. Production Pierre Martin. Archery has for a long time seemed to be an inaccessible activity to the blind. Nevertheless, this discipline, which was developed in Grenoble, has been practiced for the last 15 years in France and for a slightly shorter time in Great Britain and the United States. The first devices used in these three countries have one point in common. They use a support device placed in the ground in relation to which the archer always tries to keep the same position. For this French system, the position is marked by the position of the 2 feet and by the contact of the hand holding the bow with a small rest on top of the support. It is a tactile system since it uses touch to mark the position of the archer in relation to the target. A new and very different sighting system has been developed thanks to the collaboration of a sports association with companies and research laboratories in Grenoble. It is an optoelectronic sound aimer known as IRIS, an acronym for Image remplacée par indication sonore. An infrared transmitter placed on the target materializes its center. The bow carries an optical lens system that receives the infrared light. The received signal is processed electronically and the sound is transmitted to the archer's ears via headphones. The sound is only heard by the archer. The demonstration allows you to hear it. The sound becomes shriller as the lens is pointed more directly at the transmitter. The archer can therefore take a true aim using the sound as guidance. It should be mentioned that an optoelectronic sound aimer already existed for rifle shooting, but for reasons which would be too long to explain here, this system is not adapted for archery. The IRIS system allows a true aim to be taken without any support or contact. It therefore comes close to the archery practiced by sighted people. I started shooting with a tactile system, but I have more pleasure shooting with IRIS because you really aim, you search for the target. It is also the system that enables the best results, says Bernard Coinel. Dr. Jacques Grison, Vice President of the Comité Médical de la Fédération Française Handisport, an archer who has tried and tested the aiming systems himself, considers that the sound aimer revives the spirit itself of archery in the field of sport and neurophysiology. Joe Prendergast, leader of blind archery in Great Britain, was the first purchaser of an IRIS system. Filippo Dragotto, leader of IBSA, the International Federation for Sports for the Blind, was captivated by a demonstration of this system. Antoine Adam, physical education and sports teacher at the Institution des Jeunes Aveugles de Nancy, has tried out the IRIS system with young blind people. All these people have given great encouragement to the team that conceived the system. Today, the IRIS system has been commercialized and several tens of them are in use in France, Great Britain, Belgium and Switzerland. Enquiries have been received from around 15 other countries.
How to use the IRIS system. Design René David. Production Pierre Martin. Summary. Chapter 1 Archery, Chapter 2 Principle, Chapter 3 Emitter, Chapter 4 Scope, Chapter 5 Belt Unit, Chapter 6 How to take advantage of your equipment, Chapter 7 Taking aim, Chapter 8 Adjusting the scope, Chapter 9 Dismounting, charging the batteries, Chapter 10 How to use the frequencies, Chapter 11 Conclusion. Chapter 1 Archery. This video cassette explains how to use an IRIS system. It must be stressed, however, that IRIS is only an aimer. Those interested in using it should first learn the basics of archery from a qualified archer. For a visually handicapped archer using an IRIS system, aiming takes longer than an archer with good vision. The use of relatively light bows is thus recommended. For learning, a 20-pound bow is recommended. An archer with considerable experience could use a bow of 25 to 27 pounds. Chapter 2 Principle. The principle is shown in this diagram. An infrared emitter is placed near the target to allow localization of the center of the target. An optical scope fixed on the bow captures the infrared radiation. The signal received is electronically translated into a sound that is heard by the archer through headphones. The IRIS system is supplied in a case which contains an emitter box, the infrared scope and its jig, a belt with an electronic pack, a pair of headphones, and several other items which will be presented in turn. Chapter 3 The emitter. The emitter casing contains the infrared emitter itself, plus electronic circuitry and a battery. Holes on the front side of the emitter allow the infrared radiation to escape. 3 nails on the back side of the emitter are used to fix it to the straw board holding the target. A spirit level on top of the emitter is used for adjusting its orientation. The emitter is fixed to the straw board 40 centimeters below the center of the target. The spirit level is used to ensure that the infrared radiation is directed horizontally for shots at 10 meters or more. For a beginner shooting from 5 meters, the emitter should be oriented so that the radiation is directed slightly upwards. The radiation should be emitted at right angles to the target. An arrow placed on the front face of the emitter should thus be parallel to the target. This position is not correct. This position is good. The emitter itself is connected to the emitter casing. We will now turn it on. On the box there are 2 adjustments to make. The first is the strength of the emission. Use the 10-meter position for shots from less than 18 meters and the position marked 18 to 50 meters for shots from over 18 meters. The second adjustment is the frequency of the emission. There are 4 frequencies marked F1, F2, F3 and F4. Choose one of these, F1 for example, then close the emitter box and place it on the ground. Chapter 4 The Scope. The IRIS system comes with a bow in which 2 holes have been drilled for mounting the scope. 4 screws are included, 2 short and 2 long. Choose the 2 that are suited to the thickness of the bow. On the back of the jig there are 3 threaded holes. 2 of these are used, the bottom one and one of the top ones, depending on whether you are right or left-handed.
Insert the lower screw that is screwed into the base which holds the scope. Next, insert the upper screw into one of the two possible holes, choosing the one that causes the scope to tilt slightly forward. The scope will now be unmounted to show you how this is done when required and to demonstrate the adjustment mechanism. First, undo the knot on top, remove the axle which passes through the circular clamp and loosen the two screws that tighten the clamp. You can now remove the scope and clamp combination. Now separate the frame from the base. To do this, first remove the screw that fixes the frame to the base, then loosen and remove the screw that serves as an articulated joint. Loosening the screws that maintain the frame in position allows you to remove the frame. At this point, only the base is left attached to the bow, and you can see the ends of the two screws that were used to attach it. The scope will now be remounted to show how the mechanical adjustments are made. First, fix the frame to the base with the screw that serves as an articulation. The two adjusting screws on top allow the vertical adjustment of the scope by fixing the position of the frame relative to the base. Once this adjustment has been made, the frame is tightened to the base. Remove the scope from the clamp by loosening the screw, then mount the clamp by itself. To mount the clamp, put it in place and insert the axle which serves as articulation from below, and then add the nut on top. You can see that the clamp pivots around this articulation and that the two adjusting screws on the bottom determine this position. It is thus these two screws that determine the horizontal adjustment of the scope. Now remount the scope, passing first the wire and then the scope through the clamp. Tighten the clamp from the outside using the screw that can be accessed through the hole on top. Here we have mounted the scope in the wrong direction. It is back to front for a right-hander, but in the right direction for a left-hander. The mounting method we have shown requires that two holes be drilled into the bow. This is not possible, for example, if the bow is borrowed for testing purposes. In this case, you can use the two holes found in all bows for mounting the normal sighting device. For this type of mounting, take the mount apart. The base can then be attached using countersunk bolts in the holes for normal sighting device. The rest of the assembly is then carried out in the way already described. This type of mounting has two drawbacks. First, it requires that the jig be taken apart. Second, the scope is relatively far from the axis of the bow.
However, it does have the advantage of allowing you to use a bow without drilling holes in it. Chapter 5, Belt Unit. Two essential elements are fixed to the belt: the belt unit itself and the associated battery pack. These are connected by a wire which passes through a loop on the belt. The belt is worn around the waist and adjusted to fit comfortably. There are three connections to be made to the belt unit. The first is the battery pack that you have just seen. The second is the scope, which is connected on top of the belt unit. The third connection is the headset, which is plugged into one of the two jacks on the side of the belt unit. In addition, it is possible to connect a second headset for an instructor. The belt unit should be set to the same frequency, F1, F2, F3 or F4 as the emitter box. Since for this demonstration F1 was chosen on the emitter box, F1 must now be selected on the belt unit. The belt unit is turned on with the on-off switch and the sound volume is adjusted to a low level using the knob marked volume. Chapter 6. How to take advantage of your equipment. The use of the two scope control knobs will now be explained with the scope in a fixed position relative to the emitter. For this purpose, the scope is mounted on a camera stand using a little plate provided with the system. This plate is fixed to the camera stand. And the scope in its jig is then fixed onto the plate with a screw using one of the three holes normally used to mount the scope onto the bow. One of the scope control knobs has 6 positions marked from 1 to 6. The other is a 10-turn knob marked son, meaning sound. The first knob is set to the position 1 and the second knob is turned completely anti-clockwise to its minimum position. The scope is then oriented in the direction of the emitter, trying to get the shrillest possible sound. Once this has been done, the scope position is fixed so that it will always be pointing in the same direction relative to the emitter. The sound knob is turned clockwise the full 10 turns. The sound has become shriller and shriller. When it reaches the maximum, it is then reduced again to its minimum by turning a full 10 turns counterclockwise. When passing from position 1 to position 2, the sound became shriller. The frequency increases when turning the 10 turns. And one return to the minimum. When passing to position 3, the sound became yet shriller. When turning, the sound becomes so shrill that it is almost inaudible and does not change. This is the limit of operation of the equipment. It should not be used at this level, but at a lower frequency level, such as this one. Chapter 7. Taking aim. When the orientation of the scope is changed in an horizontal plane, the sound does not change as long as it is directed outside the approach zone, the zone containing the target. When the best alignment is reached, the sound reaches a maximum in frequency.
Once a bit past the maximum, the scope is returned to the maximum position and blocked there. We will now carry out the same operation in the vertical plane. The sound is now the shrillest possible because the scope is perfectly aligned with the emitter. We will now loosen the camera stand, change the orientation and again seek the best alignment. We first seek rapidly the approach zone and then very slowly. We will sweep horizontally seeking a maximum frequency, then sweep vertically again seeking a maximum and redo a small horizontal sweep to recheck. The best alignment is achieved when a small change in orientation in any direction causes the frequency to drop. To show you that the sound we were trying to attain is not one that we have remembered, but simply the maximum we can achieve within the area, we can change the position of the sound knob. The maximum frequency we obtain this time is not the same. But we have done a good aiming because the sound is the shrillest possible. We will now take aim with the bow in hand. We will set the first knob on the belt unit to a position 2 and direct the bow towards the target, keeping one end resting on the ground. When the best orientation is achieved, we will adjust the sound frequency using the second 10-turn knob to a maximum level we want to use when aiming. If the desired frequency cannot be achieved using the first knob in position 2, then we can try position 1 for a lower sound, or 3 or more for a shriller sound. When aiming, you should try to quickly enter the approach zone and then move the bow arm very slowly to achieve a sound that becomes shriller and shriller. It is important to sweep slowly. As long as the sound increases in frequency, you continue to move your arm in the same direction. As soon as it starts to decrease, you must immediately stop and return in the opposite direction. You must always be aware of the direction in which you are moving the bow, and you must move it very slowly. When you believe that you have found the shriller sound, you can verify it by making small movements on the form of a cross in the vertical and horizontal direction. Chapter 8. Adjusting the scope. When the shots are grouped but not well centered, you can make an adjustment to the scope using the 4 screws that are described earlier in chapter 4. Let us suppose these shots. The arrows are all too high, about 2 colors above the center, the yellow and the red. To correct this error, the scope must be adjusted upwards in the same sense as the error. To do this, use the 2 adjusting screws that are on top of the scope jig. At 18 meters, you should use a quarter of a turn for each color of error, and at 10 meters, half a turn for each color. If we're at 18 meters and the shots are 2 colors too high, we need to make an adjustment of 2 times a quarter turn, which is equal to 1/2 a turn. You loosen the screw which hold the frame onto the base, then in order to raise the scope, you unscrew the screw in the back by 1/2 a turn and tighten the front screw by 1/2 a turn to remove the slack. You then retighten the blocking screw. Another example, these shots are too far to the right by 1 color. The adjustment this time is made using the 2 lower adjusting screws. Then first loosen the blocking nut, then unscrew the rear screw by 1/4 of a turn, tighten the front screw to the clamp and retighten the nut. Chapter 9. Dismounting, charging the batteries. When finished shooting,
take off the belt, remove the scope and switch off both the belt unit and the emitter box. For the belt unit, it is even recommended that you disconnect the wire which connects it to the battery pack. This way, the battery will not discharge even if the switch accidentally moves to the on position when the belt unit is being stored away. We will now talk about charging the batteries. The batteries will last for about 10 hours of system operation. After 10 hours of use, they must be recharged. Two chargers with a common connecting wire are used to charge the belt battery pack. The batteries should be slightly withdrawn from the belt pack when charging, for ventilation. There is a separate charger for the emitter box. The three chargers can be connected to the mains using a single multiple plug. And finally, this multiple plug is connected to a mains power plug. The batteries should be charged for 14 hours. When charging is finished, the extension cord should be first unplugged from the mains before undoing the other connections. When the system has been out of service for some time, it is recommended that the batteries be charged before use. The batteries in the belt pack discharge in several weeks even if they are not used. To prevent any risk of failure during use, they should have been charged within the previous 2 weeks. Certain precautions should be taken to ensure that the batteries last as long as possible. The nickel-cadmium batteries in the belt pack should be allowed to discharge completely from time to time, for example after 5 or 6 regular charges. To do this, you can leave the belt unit plugged in and turned on for 24 hours. You should also be sure to charge them for the recommended time of 14 hours. The lead battery in the emitter box should be kept charged at all times. It should never be allowed to discharge completely. When not in use, it should be charged at least every 3 months. Chapter 10. How to use the frequencies. If two or more archers are using the same target, they must use the same emitter and thus the same emitter frequency, F1 for example. If two archers are using two targets that are next to each other, they should use different emitter frequencies so that they do not mistake one target for the other. There are 4 frequencies available. If there are more than 4 targets, the same 4 frequencies should be reused in the same order for succeeding targets. Chapter 11. Conclusion. A blind archer can be very autonomous. Other than placing the emitter on the target, which is a delicate operation, an experienced blind archer can do practically everything else without assistance. The IRIS system has components that are fragile and it must be treated with great care and precaution. In the case of rain, it is strongly recommended that it be covered so that rain does not penetrate inside the parts. Finally, please read carefully the documentation that comes in the case. It is quite possible that modifications will have been made since this video presentation was recorded. Thank you, good luck, and make good use of your IRIS system.